Et pour commencer, des félicitations s'imposent. Parce que depuis ce 9 février, ça fait un mois que Gabriel Attal est notre Premier ministre. Du coup, ça se fête. Non mais franchement, vous vous rendez compte? En un mois, le mec a eu la plus grosse chute de popularité d'un Premier ministre sous le gouvernement Macron. Donc plus gros dégringolage qu'Elisabeth Borne avec ses 49.3, plus gros qu'Édouard Philippe avec les gilets jaunes, plus gros que celui du Flamby Ecoplus pourfendeur de Covid avec le charisme de Flamby qui était Jean Castex. Non mais vraiment, réussir à faire pire en termes de chute de popularité que les concurrents d'en face en étant aussi BG, c'est un exploit. Bon, après, comme dans tous les records, c'est rarement dû au hasard. Et peut-être que oui, la politique de Macron depuis 2017, les différentes bourdes qu'il y a eu au fur et à mesure du début de son nouveau gouvernement, ou encore ce remaniement qui n'en finit pas de finir, ça a pas dû aider. Mais bon après, c'était peut-être qu'une mauvaise passe, parce que là, ça y est, le gouvernement Attal est enfin complet. Et enfin, alléluia, ça faisait quand même un mois qu'on l'attendait ce gouvernement. Bon, on n'en attendait pas grand-chose, mais quand même. Et dans l'ensemble, à part quelques petits changements aussi minimes que la différence entre un macroniste de droite ou de gauche, ce nouveau gouvernement n'a rien de vraiment surprenant. Quelques exceptions près. Alors déjà, bonne nouvelle avec le départ d'Olivier Véran et de Dussopt qui quittent donc leurs fonctions ministérielles. Mais malheureusement, reviendront donc à l'Assemblée avec Elisabeth. On n'a rien sans rien, hein. Échange équivalent ma gueule. Même si j'aurais préféré qu'ils enlèvent Darmanin. Parce que oui, pas de faux suspense, lui, il va rester. On peut aussi noter l'absence de François Bayrou dans le gouvernement, résultant d'un désaccord politique dans la gestion de la France par la Macronie, jugé par le président du Modem comme refaisant de la politique à l'ancienne alors que l'intérêt de Macron pour lui c'était l'innovation, ou encore une dénonciation de Bayrou sur la politique de Macron faisant progresser le Front National. Et quand tu vois que Jean-Philippe Tanguy, un député Rassemblement National, a dit qu'avec Monsieur Attal en Premier ministre, les victoires idéologiques du Rassemblement National s'accélèrent, oui, je pense qu'on peut donner raison à Bayrou pour le coup. Mais bien sûr, le changement qui a le plus marqué, c'est celui d'Amélie Oudéa-Castéra, et comme pour Gabriel Attal, bravo. Non, franchement, réussir l'exploit de rester ministre de l'Éducation à peine un mois, battant donc le record de Benoît Hamon, et encore lui, c'est pas fait jarter, c'est juste qu'il s'est cassé du PS, franchement, balèze niveau incompétence. Donc oui, Amélie Oudéa-Castéra quitte l'Éducation nationale, pour des raisons pas du tout évidentes et qu'on ne comprendra jamais. Et même si c'est triste, ne la plaignez pas trop, parce qu'elle reste quand même ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce qui, je pense, est une technique de Macron et Attal pour justifier les futurs déboires qu'il y aura pendant les JO. Et donc, pour l'éducation nationale, c'est Nicole Belloubet qui reprend le ministère. Une femme politique connue du grand public pour avoir été garde des Sceaux lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, et qui, à côté de ça, oui, on ne peut pas le nier, a une certaine expérience en matière d'éducation. Mais aussi une certaine expérience en ce qui concerne les déboires avec la justice. Alors rassurez-vous, juste quelques affaires. Genre prise illégale d'intérêt portée par la ville de Montpellier, ainsi qu'un léger oubli de déclaration sur une partie de ses parts liées à son patrimoine immobilier. Et attention, là je te parle d'une maison de 180 mètres carrés à 800 € le mètre carré et de 2 apparts à Paname de 3000 et 4000 € le mètre carré. Donc effectivement, on est plutôt loin du petit studio de 20 mètres carrés à Aubervilliers. Mais bon, un oubli, ça arrive. En tout cas, petit point commun avec sa prédécessrice. Elles sont pétées de thunes. Bon après pour les affaires, je dis ça, mais en tant que macroniste, c'est un peu la base tout ça. Voire même assez léger comparé à certains de ses collègues. Et vu son expérience dans l'éducation, peut-être qu'elle arrivera à tenir 30 secondes sans parler de la baya ou sans insulter les profs, elle. On croise les doigts. Ce qui serait déjà mieux que ses prédécesseurs. Hein, Amélie? Non allez, bon, pardon, on arrête avec Amélie, c'est trop facile de la vanner comme ça. Ok, elle a fait des erreurs, mais elle s'est excusée, elle a reconnu ses fautes, et ça a l'air d'être une bonne personne en vrai. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit ce mardi 31 janvier, et ce lors de ses vœux au Comité National Olympique et Sportif Français, disant regretter sa réaction à la polémique liée à la scolarisation de ses enfants, le tout en contestant le procès en déconnexion qui lui est fait. Non mais écoutez-moi cet extrait de son discours, c'est poignant. Même au sein du Parlement, on voudrait faire de moi le symbole d'une caste privilégiée à combattre, à abattre. Alors que la seule chose que j'ai héritée de ma famille, c'est l'amour du travail bien fait, du goût de l'effort, la passion du mérite. Alors, autant je ne doute absolument pas du fait que ta famille t'ait donné le goût de l'effort, etc., etc., Amélie. Ça, j'en doute pas.
Par contre, quand on est la fille de Richard Castera, un ancien haut fonctionnaire et ex-dirigeant de Publicis, qui était également directeur de cabinet de plusieurs ministres, quand on a autant de liens que toi avec les entreprises du CAC 40, entreprises grâce auxquelles tu as pu engranger des centaines de milliers d'euros, quand on est la nièce du médecin Jean-François Duhamel, des journalistes politiques Alain et Patrice Duhamel, et donc nièce par alliance de Nathalie Saint-Cric, et également cousine du journaliste de BFM TV Benjamin Duhamel, perso, oui, j'appelle ça un plutôt bon démarrage de vie. Donc 1, je ferme ma gueule à ta place. Et de 2, tu m'excuseras de voir en toi une classe privilégiée à combattre. Surtout quoi, à côté de ça, pour la moyenne des Français, le max du piston, c'est trop bien, j'ai pouvoir faire mon stage de 3ème à la Fnac parce que tonton y travaille. Ah, et d'ailleurs, pendant que j'y suis en parlant d'Amélie Oudéa Castéra, vous vous souvenez de Stanislas? Eh ben vous serez ravis d'apprendre que l'établissement où sont scolarisés les enfants de Castéra peut enfin respirer. Ça fait chaud au cœur. Parce qu'après que la mairie de Paris ait suspendu son financement pour des broutilles genre homophobie, sexisme, autoritarisme, des catéchistes exprimant des convictions personnelles sur l'interruption volontaire de grossesse ou l'homosexualité, bref, rien de grave, on parle de l'élite là, et l'élite blanche, donc c'est vraiment pas important tout ça. Et bien ce mercredi 31 janvier, la région Île-de-France a approuvé en commission permanente le forfait d'externat de l'établissement privé, pour un montant de 917 000 €. Alors oui, Valérie Pécresse avait déjà reconnu des manquements à Stanislas. Et oui, je pense que manquement, c'est le minimum pour qualifier les dingueries qu'a fait cet établissement. Mais ça les empêchera pas de toucher presque 1 million, hein. Pourquoi pas? Non, parce que sinon, c'est à qui de payer? Aux parents fortunés qui mettent leurs enfants dans cette secte, dans cet établissement d'élite? Non, mais je suis d'accord, c'est normal que l'État y paye 1 million. Faut bien aider. Par contre, dans ma ZEP, on attend toujours les raquettes de ping-pong, hein.